Merci à vous de m'avoir invité parce que c'est vraiment touchant et un peu intimidant. Avec un long parcours donc professionnel effectivement au sein d'une agence comme chef de projet, ensuite partenaire et maintenant associé, mais d'avoir fabriqué de l'architecture de manière différente. Et j'ai l'habitude de dire que j'ai été interprète pendant longtemps, ensuite je suis devenue compositeur et compositeur-interprète comme on veut. Et en tout cas il s'agit d'architecture, il s'agit toujours de fabriquer de l'architecture et d'essayer de fabriquer de la qualité et de transformer un peu nos villes, de transformer nos cadres de vie, de métamorphoser nos environnements. Et je pense qu'on est tous les acteurs de ce monde d'architecture qui fabriquons des villes et des bâtiments, sommes responsables ensemble de notre cadre de vie et sommes responsables de créer cette qualité. Donc je suis effectivement très heureuse que Jean ait eu cette reconnaissance aujourd'hui internationale, mais on est nombreux à travailler pour cette qualité, et sans parler de polémique d'architecture qui disparaît ou qui apparaît. Il faut justement, simplement de la qualité. On est là pour essayer de créer toutes les conditions qui sont favorables pour créer cette qualité dans notre environnement. Et donc en réfléchissant à finalement à ce travail qui a pris des formes différentes ces dernières années, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Ce que j'ai envie d'exprimer par ce que j'ai fait ou ce que je fais en ce moment, c'est qu'on travaille souvent pour une vision. On travaille pour des visionnaires, avec des visionnaires, donc c'est des maîtres d'ouvrage, des individus, des villes, des communautés ou des entités qui ont une vision, qui ont envie de créer des choses, de faire des choses. Et en fait, l'architecture, c'est forcément lié au futur, lié à... Justement, c'est pour ça que j'ai appelé cette conférence Métamorphose, parce qu'on métamorphose des lieux par l'acte de bâtir, mais d'abord par la pensée, par l'imaginaire. Et ensuite, on prend des matériaux, on prend ce qu'il y a autour, on prend des cultures, on prend de l'air du temps, on prend des vrais matériaux un peu inertes et on en fabrique du sens et on fabrique de la vie. Donc en fait, j'ai voulu appeler cela métamorphose parce que l'architecture peut être statique. On a du bois, du verre, du métal, du béton. Et en fait, on exprime des cultures, on exprime une culture, on exprime des lieux, donc des désirs aussi, des désirs souvent inconscients. Et on est là pour leur donner forme en tant qu'architecte. On est là pour capter ces volontés, ces désirs, ces visions et leur donner du sens et leur donner une forme. Et après, chacun avec son imaginaire et sa personnalité. Et donc, c'est souvent des longues histoires. Chaque projet est un peu une aventure. Et donc, c'est souvent des sagas plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles, mais on est toujours content quand on arrive au port et au but. Mais par contre, il ne faut pas oublier, s'il y a des étudiants dans la salle, il ne faut jamais oublier de garder le cap, et ce n'est pas toujours facile. Il faut avoir parfois un peu de ténacité et bon, en fait, ne pas pas perdre le fil de la vision pour qu'elle se concrétise jusqu'au bout. Donc là, j'ai voulu commencer par vous montrer un petit projet qui... Ah ben là, effectivement, donc là, c'était plutôt une manière de dire comment la matière doit exprimer la vie, doit exprimer quelque chose de l'invisible et de l'indicible. Donc, je pense que c'est cette association de matériaux et d'idées qui font qu'on passe de l'imaginaire à la réalité, en fait. Donc voilà, je commence par un petit projet qui a été fait en l'an 2000. Donc j'étais effectivement chez Jean à l'époque et il y avait la mission de l'an 2000 qui proposait de faire une scénographie dans un lieu désaffecté qui était les anciennes usines Poulain. Et donc la mission de l'an 2000 avec la ville de Blois voulait faire un parcours initiatique pour faire découvrir les mondes, des univers de la planète entière à travers des musiques jouées par des enfants musiciens qui venaient donc de plusieurs endroits de la planète. Et donc j'en ai fait la scénographie. Et l'idée donc d'Alain Weber, qui était à l'origine de ce projet, c'était de ramener des enfants qui venaient donc d'espaces plus ou moins classifiés entre des espaces tribales, un espace tribal, rural et urbain. Donc j'ai créé cette scénographie en soutien à ce thème pour faire vivre aux enfants dans ce parcours initiatique les émotions qu'ils auraient pu ressentir s'ils avaient vraiment voyagé dans ces mondes. Et là, c'est une illustration, donc comment avec des matériaux et avec très peu de moyens, on peut arriver, ou essayer en tout cas de créer des émotions et des lieux. Et donc qui représentent aussi des cultures, entre la musique et le lieu, entre l'immatériel et le matériel. Donc là, pour l'anecdote, j'avais 150 € le mètre carré
le client qui était le directeur du musée de l'objet m'a dit, bon, allez-y, vous avez 150 € le mètre carré, vous faites ce que vous voulez, en tous les cas carte blanche, mais tout ce qui dépasse, je ne paye pas. Donc c'était très facile, je fais ce que je voulais, mais il ne payait pas les chèques qui dépassaient le budget, donc il m'a fait confiance totale. Mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin de gros budget pour faire de l'architecture et de la qualité. On est tous responsables de faire de la qualité partout et à chaque instant. On ne peut pas donner comme exemple qu'on n'a pas les moyens. Enfin bref. Donc là, vous voyez donc dans cette usine désaffectée, on avait l'entrée qui était le hall, dans lequel, ce qui est symbolisé par la map monde, là où l'accueil. Donc là, j'avais rien refait, juste une très grande toile imprimée avec le monde finalement. Ensuite, le tunnel sonore était donc un tunnel noir qui servait de transition entre le monde de la ville, où les enfants donc, de la ville de Blois qui venaient des lycées, des collèges, rentraient avec les sons de la ville et de l'environnement d'où ils venaient, puis progressivement, ils arrivaient dans un espace naturel. Ensuite, vous voyez l'espace tribal, qui symbolise l'origine, si vous voulez. Donc, je l'ai fait avec, sur la forme d'un cercle, une demi-sphère, et la scène centrale qui était à même le sol, et les gradins, si vous voulez, donc circulaires, c'était du sable sur des vagues, un petit peu comme si on était dans les dunes du désert. Et tout autour, j'ai fait une forêt de bambous et un ciel étoilé pour symboliser justement l'origine, mais c'est aussi recréer les lieux dans lesquels ces musiques étaient jouées, puisque c'était les Pygmées du Cameroun ou les Aborigènes d'Australie qui jouent leur musique dans les éléments naturels. Ensuite, on passait à l'espace rural, qui est sur un plan carré. Donc là, on rentre dans l'intimité de la vie, qui est moins sauvage, moins naturelle. On est plus dans la maison, la place du village, avec 3 petites maisons rectangulaires, avec chacune un thème. Un des thèmes, c'était les objets familiers. J'avais collé des objets, puisque dans ces pays-là, en Inde, en Égypte, vous arrivez dans les maisons et vous voyez un disque collé à même le mur, un miroir, un rasoir, enfin toute la vie quotidienne qui est collée à même dans les murs. Donc j'ai voulu exprimer ça par ces petites maisons. Et la deuxième, c'était des tissus avec toutes les couleurs dans tous ces pays. On a les couleurs chatoyantes de toutes les femmes de toutes ces cultures. Et la troisième, c'était le thème de la peinture sur les maisons. Ensuite, l'espace urbain était fait par Laurent Niget, un architecte, un ami, qui avait fait cet espace plus déstructuré par rapport à justement des milieux périurbains pour les musiques qui étaient jouées dans les banlieues des grandes métropoles de la planète. Donc voilà cette petite... Vous voyez là l'écran par lequel les enfants passaient pour aller dans le tunnel sonore à droite. Donc l'espace tribal avec très peu de moyens qui essayait de resymboliser donc l'origine et la nature. Donc là, c'était avec des aborigènes d'Australie. Et donc voilà comment exprimer ces lieux. Et là, vous êtes aussi avec un concert de capoeira du Brésil. Et derrière, là en fond, vous avez le thème de la maison et des objets. Ils viennent de Belleville, dans des petites boutiques, porte de la Chapelle, collées à même le plâtre. Donc si vous voulez, avec peu de moyens, on est arrivé à faire voyager les enfants de la ville de Blois qui ont rencontré toutes ces cultures. Et donc là, c'était l'espace urbain fait par Laurent Niget, de totems aussi avec des matières d'accumulation, donc d'objets, de graffitis, d'affiches, et donc qui recréait cette ambiance périurbaine. Alors ici, c'est un concours que j'ai fait il y a quelques années aussi avec 2 amis, mais c'est très rapidement une manière de vous montrer comment je pense que je prends souvent comme matériau de départ sur un projet le lieu d'origine, le lieu et le programme, donc contextuel, conceptuel, et de prendre un petit peu... Enfin, il y a aussi toute cette polémique de l'architecture générique ou spécifique. Je me range forcément dans l'architecture spécifique qui répond à un programme, à un lieu, à un site et à un contexte qui doit être en symbiose avec ce contexte. Et ici, donc, le sujet, c'était de faire un centre de l'Arctique qui représentait la culture donc, de la Norvège. Hammerfest est au nord de la Norvège. Et c'est un pays où les nuits sont soit infinies ou les jours infinis. Enfin, le soleil est très présent ou il disparaît. Et donc, la lumière est très présente et les aurores boréales étant magnifiques. Donc, les points très forts de ce lieu. Donc, comment représenter un centre de l'Arctique et de sa culture pour une ville qui voulait se transformer en devenant une ville multi-énergie. Donc là, j'avais imaginé un glaçon, entre guillemets, un petit glaçon, mais qui se transforme et qui se métamorphose au fil des saisons et des jours par la lumière, justement. Donc c'était un glaçon lumineux et qui devenait luminescent
ou au contraire qui reflétaient le paysage selon les saisons. Donc vous voyez là on avait des capteurs, imaginez des capteurs qui captent l'atmosphère, la lumière et qui les retransforment par un système assez sophistiqué dans les façades. Donc le bâtiment se métamorphose en même temps que la lumière par des systèmes d'énergie pour représenter la ville multi-énergique que Hammerfest voulait devenir. Bon, donc ça c'est à l'intérieur, donc aussi toujours sur la lumière par rapport à ce pays qui vit de lumière ou de manque de lumière. Donc c'est un petit concours rapidement, mais pour vous montrer comment j'essaie de capter des éléments au niveau du concept des concours, et ensuite ce que ça peut devenir dans les vrais projets, puisque là on est dans la vraie vie, avec ce projet à Besançon. Donc là, il s'agissait donc de construire un bâtiment pour une unité de production d'appareils de neurochirurgie. Donc c'est une entreprise qui est basée donc à Besançon, qui a un brevet, mais qui exporte énormément dans le monde entier, et qui construit ces valves. Donc là, elle s'est énormément grossie, évidemment, elle fait juste 1 centimètre de diamètre. Et c'est quelque chose qu'on implante sous la peau, derrière le crâne, et qui sert à réguler la pression du liquide intracrânien, en fait, hein, qui soigne une maladie. Vous savez, les gens qui avaient des grosses têtes avant. Donc là, on régule ce liquide par la valve, et ensuite le liquide qui est en excédent passe par le petit cathéter et est réinjecté dans le corps sous les côtes. Donc c'est une entreprise de haute technicité, de haute technologie, très compétitive, qui avait eu des problèmes financiers dans les années 80, qui a été rachetée par un Japonais, mais dirigée par un Français, dont je pense dont la femme est peut-être présente d'ailleurs, donc des clients qui habitent pas loin d'ici. Et donc, ils se sont restructurés et ils avaient des tout petits bureaux, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, ils grossissaient, mais ils étaient un peu à l'étroit dans des bureaux loués. Et donc, au bout de quelques années d'étroitesse, ils ont voulu construire une nouvelle usine. Donc, c'est toujours sur ces métamorphoses qui me tiennent à cœur, puisque c'est la vie d'une société privée. Donc là, c'est la ville de Besançon qui, elle aussi, voulait instaurer un parc de microtechnique scientifique là où vous voyez le rectangle rouge, à la périphérie. Donc on est à la limite, si vous voulez, de la nature et de la ville. Hein. C'est la ville qui s'étend et qui crée donc une zone de microtechnique. Donc voilà le site dans lequel on a construit l'usine, en limite de ville, avec un paysage à ses pieds assez intéressant. Donc l'idée de métamorphose toujours, c'est que la Sofisa, ayant cette croissance, voulait construire donc 2500 mètres carrés d'usine ou de local d'unité de production, mais voulait aussi pouvoir s'étendre dans le futur. C'est-à-dire qu'on a exactement la possibilité de reconstruire le double d'elle-même, c'est-à-dire en total miroir, vous verrez selon le plan, on peut s'étendre à 5000 mètres carrés de manière facile. C'est pour ça qu'on s'est implanté en bordure de site. Donc le plan, stratégiquement, j'ai voulu m'installer dans la pente du terrain. Évidemment, le process demande un plan à l'horizontale, simple, avec un process un petit peu... On a le plan d'un corps humain, si vous voulez, on a in, out, vous le voyez dans le schéma au-dessus. Donc le plan, vous avez les produits qui sont livrés, qui arrivent, qui sont stockés, ensuite on les monte et ils vont dans la salle blanche, donc la salle blanche qui est le cœur du système, autour duquel on peut circuler pour le voir. Enfin, toute la salle blanche est vitrée sur toute sa périphérie et on peut donc voir ce qui se passe à l'intérieur. Les produits sont fabriqués, ensuite sortis, ils ont le contrôle qualité, ils sont stockés et ensuite ils sont livrés. Et vous avez en tête, proue du navire, si je puis dire, la conception avec les bureaux en open space de développement et de conception. Donc ce plan assez simple qui correspond un peu au flux du corps humain et qui répond aussi aux flux vitaux dans lesquels circulent les valves et les cathéters qui sont fabriqués sur place. Donc j'ai repris ce plan simple, mais j'ai voulu quand même ne pas annuler le site, mais s'installer complètement dans la pente du terrain. Donc le bâtiment vient se poser en douceur dans la pente du terrain et
en bas, sur la partie qui est donc dans la partie basse du terrain, vous avez un hall d'accueil sur 2 niveaux, les bureaux de réunion, les bureaux de direction, enfin salle de réunion, bureaux de direction et les locaux sociaux. Et ensuite tout le process qui lui est à l'horizontale. Donc stratégiquement, on a ici sur le terrain toute la vue sur le paysage. Vous le verrez ensuite par les photos, l'intérieur. Et donc j'ai voulu m'implanter en profitant au maximum de sa vue. De la vue du site. Et ensuite, comment rendre un bâtiment qui paraît un peu statique, comme ça, de fabrication, c'est un rectangle, c'est un hangar, entre guillemets. Je voulais lui donner de la vie. Donc, je voulais qu'il exprime la vie qui, en fait, les outils qui sont fabriqués dans ce bâtiment sont au service de la vie. Ils sauvent des vies, ils la maintiennent. Et donc, je voulais que le bâtiment exprime la vie et non pas un hangar statique industriel posé en périphérie, comme on en voit pas mal. Et donc, je voulais en même temps faire une politesse à l'environnement pour que le bâtiment puisse, de manière fluide, s'insérer naturellement dans le site, mais aussi qu'il exprime ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il fallait que le bâtiment soit emblématique de l'activité qui s'y passait. Donc, j'ai travaillé sur des lames de métal qui sont de l'acier. C'est de l'acier qui est travaillé un petit peu comme des paillettes, assez brillantes et assez lumineuses. Et donc j'ai voulu que ces lames se tordent, elles se transforment, elles se métamorphosent aussi en fonction donc des lieux qu'elles abritaient, des vues depuis l'intérieur, et qu'elles puissent comme ça en fait créer une espèce de respiration. Donc là c'est très compliqué, c'est des schémas qui montrent comment on est passé par des tableaux Excel par rapport à des degrés de lame qu'il ne fallait pas tordre plus ou moins sur un mètre. Enfin bref, c'est très compliqué, je pense que je ne vais pas vous expliquer tous les détails. Simplement, de l'idée à la réalisation, il faut passer par là, quelques mois de travail, de mise au point avec l'entreprise. Mais on y arrive. Donc voilà, vous voyez quelques détails. En fait, c'est un bardage qui existait, que je ne connaissais pas au début du projet. Finalement, on a trouvé le système qui permettait de fabriquer ces lamelles sur tout le bâtiment. Donc voilà, vous voyez là la manière de faire onduler un peu cette peau vivante. Donc c'est toujours la même chose, un petit peu d'exprimer, d'avoir une relation, une liaison avec le site environnant et d'exprimer un programme et les désirs ou les volontés d'un client à l'intérieur. Ça, c'est l'autre façade. Donc là, je vais juste passer les photos. Donc c'est de la lusingue, tout simple. Mais on a travaillé quelques mois pour que tous les 90 cm, on donne un angle précis à chaque patte, pour qu'en fait, donner cette respiration. Donc voilà, on a travaillé en très proche collaboration au téléphone tous les 2 jours, tram LM, 30 degrés. Donc, mais on avait une équipe formidable. C'est vraiment les projets d'architecture, c'est vraiment la réussite dépend de beaucoup de facteurs et vraiment des équipes, maîtrises d'ouvrage, architectes, entreprises. Et là, je salue tous les intervenants qui ont vraiment joué le jeu. Donc là, on voit le hall d'entrée de l'intérieur. J'ai voulu faire une transition entre l'extérieur un peu sauvage et l'intérieur plutôt scientifique, dans une esthétique de laboratoire où rien n'est laissé au hasard. Et donc là, Pierre Lafont et Romy, sa compagne, m'ont aidé à conçu ce jardin que je trouve magnifique. C'est une respiration, on a une vraie zone tampon, un peu zen, puisque je voulais aussi avoir un petit rappel de l'actionnaire principal qui était japonais. Donc voilà le hall d'entrée de l'autre côté avec la banque d'accueil et les escaliers qui montent en fond. Vous voyez la salle blanche et le vitrage qui tourne autour. Donc une vue du hall, toujours les vues du haut. Et là, vous voyez les lamelles de l'intérieur qui font brise-soleil, évidemment. Et donc la vue à travers la façade sur le paysage. Donc après, effectivement, on a un dialogue qui s'installe effectivement entre le paysage, l'espace intérieur et la salle blanche sur votre droite avec ces jeux de reflets. Et donc là, vous avez la salle blanche et vous pouvez peut-être apercevoir les personnes qui travaillent là.
Je peux vous dire, elles sont toutes très contentes parce que normalement, elles travaillent dans des hangars à l'électricité, enfin l'éclairage artificiel et l'industriel en général. On ne se pose pas trop de questions, on fait un bon hangar n'importe où et du néon. Et donc là, ils sont assez contents d'avoir de la lumière naturelle et une vue sur le paysage très agréable. Donc ça, c'est un autre projet, donc effectivement dans la même région. Mais tout ça, c'est quand même des hasards, si je puis dire. Donc Dole, la ville d'où je viens, effectivement, et j'étais à l'époque chez Jean en train de travailler sur je ne sais plus quel projet, aux États-Unis. Dole lançait un concours de salle de spectacle. Et originaire de Dole, j'ai déposé une candidature, puisque j'avais passé 15 ans à faire des salles de spectacle avec Jean. Je me suis dit, je vais quand même déposer une candidature. Et puis je l'ai posée, et finalement, quelqu'un dans le jury a reconnu, enfin, vu que j'avais fait Lucerne pendant 8 ans, ils ont dit, bon, il faut quand même donner-lui une chance, quoi. Elle a fait Lucerne, elle va peut-être savoir faire une salle pour vous. Donc j'ai déposé mon dossier, ils ont insisté, enfin, cette personne a insisté, j'ai été retenue, puis donc je l'ai gagné. Et donc c'est pour ça qu'après, progressivement, j'ai monté ma structure, en fait. Puisque comme je l'avais gagné, il fallait le construire. Il fallait monter une structure pour le construire, donc voilà. Et donc, pourquoi je l'ai gagné? Je pense qu'étant originaire de là-bas, je pense que nul n'est prophète dans son pays, et je vous le dirai peut-être en passant, ça n'a pas été très facile de construire ce bâtiment, mais en même temps, je pense que j'avais dans le ressenti du vécu, en fait, j'ai pris quelques éléments fondateurs de la ville que je ressentais dans mes tripes, un peu, je peux dire. Hein. Et en fait, je les ai exprimés dans le projet. Ça a parlé à quelques personnes, des membres du jury et des habitants de Dole, en fait. Donc, vous voyez cette ville vue d'avion, c'est une ville minérale qui a été, qui est à l'origine médiévale. Hein, donc on retrouve un pont roman du Xe, on a des vestiges du XIIe, et ensuite on a tous les siècles, on a des traces. Les traces de toute l'histoire sont dans cette ville. Et là, on voit l'escargot tout autour de la collégiale et cette accumulation de toits et de vieilles pierres. Donc c'est une ville de vieilles pierres. Et tous les Daulois, voilà, c'est un peu genre carte postale, et c'est une ville magnifique. Je l'appelle la Belle Endormie, parce que quelque part, avec le Doubs qui la berce à ses pieds, elle dort un petit peu, mais c'est une très belle ville qui a envie d'être tranquille aussi. Donc, si vous voulez, ces vieilles pierres, je les sentais, je les ressentais, je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose avec ça, parce que quand on va boire un café à Dole, on descend 3 marches, on est dans une voûte du 12e, vous passez une porte, ah ben là c'est le 15e, 16e, enfin on est entouré de ces vieilles pierres, de ces escaliers en colimaçon, donc c'est l'esprit de la ville, quoi. C'est le génie du lieu, il est là. Donc le site est juste en face de la collégiale et de cette vue-là. Donc de l'autre côté de la rivière, on est face à ça. C'est un site industriel puisque c'était des vieux faubourgs abandonnés, ensuite tout un site donc une fonderie. En fait, il y a eu beaucoup d'entreprises. Puis voilà, donc là c'est le site qui à sa droite, sur la partie droite. On est ici, le site est là, et donc si vous voulez, c'est un ancien site industriel qui a été abandonné parce qu'en fait, on voulait agrandir la rivière et en faire le canal du Rhône-Rhin. Comme il a été gelé pendant 30 ans, ce site a été abandonné. Ensuite, à l'abandon du projet du canal, les terrains ont été dégelés et des projets sont lancés. Donc le maire de la ville de Dole a voulu, enfin l'ancien maire, puisque là il n'est plus là depuis quelques semaines, mais a lancé un concours pour faire un équipement donc, sur ce site. Et cet équipement donc, devait s'installer entre une ville minérale et végétale. Donc voilà, vous voyez les 2 mots-clés sur lesquels je suis partie pour faire ce projet, c'était le minéral et le végétal, puisque c'est vraiment le génie du lieu. Donc vous voyez ici, on est installé ici, donc ce site en friche, qui était en friche, qui a été reconquis, et donc face à l'escargot de la vieille ville, à côté du pont roman, les vestiges du pont roman ici, et c'était l'axe historique d'entrée de la ville. Donc, que faire dans un site historique qui se suffit à lui-même, en fait, mais dans lequel il y a une vision, un désir de faire bouger les choses, de faire un équipement pour la vie de la cité. Donc l'équipement, le maire voulait en faire une salle de spectacle, une salle de congrès, une salle de sport, parce qu'en fait c'est une petite ville, et il pensait seulement une salle de spectacle, ça n'allait pas être suffisamment utilisé, puis c'était un grand sportif, donc il voulait faire une salle de sport aussi, et en fait une salle de congrès, puisqu'ils ont une 20aine de congrès, ils n'avaient pas les équipements pour. Donc on a une vraie boîte à outils,
qui doit faire 12 mètres de haut au maximum à cause des règlements d'urbanisme, et ensuite 9 mètres minimum pour le volleyball, enfin un tas de contraintes, ce qui fait que cette boîte à outils qui devait tout faire, un des mots-clés c'était la polyvalence. Donc je suis partie du minéral et végétal par rapport à l'esprit de ce lieu, de cette rivière très naturelle. Il faut dire aussi que les Jurassiens vivent avec la nature, hein. Ils vont aux jonquilles, aux murs, au ski, ils nagent dans les rivières, donc les vieilles pierres, l'histoire, le patrimoine et la nature. Donc ces deux éléments m'ont paru essentiels pour faire le projet, et ensuite cette boîte à outils qui devait être polyvalente. Donc j'ai voulu pousser la polyvalence jusqu'au bout. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je prends un programme, les visions d'un maire, là, d'une ville, et ensuite l'esprit d'un lieu. Donc voilà, vous voyez un peu le plan masse, la manière dont s'est installé le projet. Donc on a recréé un jardin avec Marie Maillard, une artiste qui fait de la vidéo plutôt, mais une artiste qui est aussi originaire du coin, qui m'a aidé donc à faire ce plan masse et qui a créé le jardin des métamorphoses, sur lequel elle a jeté quelques thèmes. Donc voilà la boîte à outils du programme. Donc une boîte de 44 mètres de large pour le hand par 23. Donc voilà, pardon, c'est ça, 44 par 23, qui devait pouvoir accueillir des spectacles pour 1200 personnes et des congrès en laissant l'espace tout ouvert. Donc on en a fait... Voilà, donc là vous voyez la version spectacle. Quand les gradins sont ici, donc la scène est ici et le hall est ici. Donc là vous avez une cloison qui ferme et qui sépare le hall de la salle. Vous voyez là le hall et les gradins avec la scène. En version sport, les gradins qui étaient ici, une partie va se ranger dans 2 rangements latéraux et l'autre partie vient dans le hall. Et donc j'ai créé ici un espace de 44 mètres sans aucun poteau, 44 mètres donc par 35 environ, sans point porteur, pour pouvoir avoir cette flexibilité, cette polyvalence sans encombre, si je puis dire. Et la troisième version, donc les gradins sont complètement rangés ici, dans les rangements latéraux. Donc si on vient ici avant, vous voyez là, vous avez un système de cloison mobile qui sur rail peut se déplacer d'ici jusque là, et ce qui fait qu'on a des jauges variables, vous verrez dans les petits schémas plus loin, où on peut passer de 600 à 800 à 1200 et ensuite même à 3000, voire à 3000 personnes. Donc cette cloison ici se range dans les rangements latéraux également, pour arriver donc à cet espace totalement libéré. Mais comme le mot-clé c'était la polyvalence, qu'une petite ville s'essayait à se dire on va faire ça ou ça ou ça, elle ne savait pas très bien exactement ce qu'elle allait faire, je me suis dit je prends ce mot polyvalence pour pas faire de la médiocrité. Souvent la polyvalence c'est qu'on fait tout et rien très bien. Je me suis dit là je vais en faire vraiment un outil conceptuel, donc sur la métamorphose de l'espace à l'intérieur aussi. Donc vous avez vraiment, donc ce que je venais de vous dire, ces cloisons qui bougent partout, ça bouge, ça bouge et ça bouge, ce qui fait qu'on peut avoir un tout petit espace là, avec les cloisons latérales qui viennent se rapprocher le long du cadre de la scène, un petit espace qui peut s'agrandir légèrement. Ensuite, là c'est de la scie debout, ensuite là on est plus haut avec les gradins ici, et là on a une jauge plus importante. On peut être en 4 parties, en bifrontale. On peut être également dans l'autre sens, mettre les gradins dans l'autre sens, parce que là on a le format d'une boîte à chaussures qui est par exemple pour la musique classique, puisqu'on a le festival de Besançon à côté, qui est meilleur, puisqu'on a le format de boîte à chaussures du rectangle, hein, de largeur, 2 fois la largeur en longueur. Là. Ici, donc le sport dont je vous parlais, et j'ai poussé la polyvalence un peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que les façades puissent être escamotables complètement sur les 44 mètres de long aussi. Donc vous avez une ouverture totale de l'espace sur la rivière. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on en parlait avec le scénographe de l'époque, on a pris ce mot un petit peu fondateur de polyvalence on ne sait pas, il me disait toujours, on ne sait pas comment ils vont utiliser cette salle. Ils disent 1200 places, ils disent du sport, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc il faut leur donner tous les possibles et ils choisiront. Et effectivement, 6 mois avant l'inauguration, ils ont nommé un directeur qui a eu plein de demandes pour 2000 à 3000 places. Donc en fait, c'est cette jauge-là qui est la plus utilisée, ou celle-ci en assis debout. Et on a fait l'inauguration avec Jean-Louis Aubert avec 3000 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte, ils voulaient un outil, la ville avait une vision d'un outil qui fasse plein de choses, mais ils se sont rendus compte qu'entre Dijon et Besançon, puisqu'on est à 45 km des deux villes,
Il manquait une jauge de 2005-3000 places. Il y a Micropolis à Besançon à 5000 places, mais qui n'a pas une très bonne acoustique. On a l'auditorium de Dijon à 1400 places, mais qui est très cher. C'est un outil très cher, de très bonne qualité, mais assez cher. Et maintenant, il y a le Zénith, qui est aussi, je ne sais plus, 5-6 000 places. Donc, il manquait une jauge intermédiaire qui est assez intime et suffisamment importante pour avoir les recettes qu'il fallait, mais toute manière intime. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le projet, dans sa polyvalence, a permis des possibles. 3 mois avant l'ouverture, on a été obligé de rajouter des portes de sortie de secours dans la façade nord. Je n'étais pas très contente esthétiquement, mais très contente pour la vie du bâtiment. Donc voilà, le thème donc, des métamorphoses, puisque le site, vous avez vu la première photo au début, c'est très naturel et sauvage. Pendant le concours, j'étais venue au mois de mars, le terrain était très sec, les arbres étaient nus, sans feuilles. 3 semaines après, pour la séance des questions, c'était verdoyant et vert. Et je me suis dit, bon ben voilà, c'est ça le projet. C'était pendant la période du concours. Je me suis dit, je vais faire un bâtiment qui vit avec le site et qui vit en fonction des saisons. Donc là, c'est un petit clin d'œil pour les femmes architectes. Vous avez la collection printemps, été, automne et hiver. Donc, je dis que le bâtiment va avoir la succession de collections pour ses pots successives. Donc ça, c'est au niveau du concours. Vous avez une idée, vous dites, voilà, Pierre, qu'est-ce que je fais? Je prends un livre, j'ai pris des livres sur les carrières, j'ai fait des photocopies, Photoshop, façade, paf, les éboulis de carrière. C'est des poubelles de pierre dans les carrières. Donc ça, c'était les photos du concours. Hein. Par-dessus, une grille métallique et sur le support de végétation. Donc voilà, vous avez les documents de concours et voilà la Perse en fait. Et donc le thème étant un thème de la disparition, parce qu'en fait je voulais être assez discrète face à une vieille ville, c'est une référence par rapport à l'histoire, une révérence, je veux dire, par rapport à l'histoire, vis-à-vis de l'histoire, tout en étant contemporaine. On fait de l'architecture contemporaine d'aujourd'hui qui exprime des choses, mais je voulais pas faire de gymnastique. Je voulais m'insérer dans le site, quoi. Donc le thème de la disparition et de la métamorphose m'a paru important, se métamorphoser avec le ciel, l'environnement, la nature. Et donc là, vous voyez la façade nord, c'est une façade miroir face à la vieille ville qui s'efface, face à ce qu'elle reflète. Donc là, c'est au stade du concours, hein, en 2002, l'idée de voir la collégiale se refléter dans la façade miroir du bâtiment. Alors, c'est un vœu un peu pieux, si on peut dire, en disant mais ça doit pouvoir le faire. Mais au stade du concours, vous ne savez pas si ça va vraiment se réfléchir. C'est quand même à 2 km en face, il y a beaucoup de distance entre les deux, mais vous allez voir, en fait, on la voit dedans. Donc voilà, c'est les petits miracles entre les intentions, les visions, et de temps en temps, elles se réalisent. Donc voilà, alors ici, c'est le bâtiment réalisé. Malheureusement, donc j'ai des soucis il faut attendre que le temps fasse son œuvre. Donc la métamorphose, il y a le facteur temps avec la végétation. Je pense qu'il faut qu'on retourne sur place dans 10 ou 15 ans. Et je pense que là, le bâtiment aura vraiment disparu et pris toute sa nature, son essence, puisqu'il doit être dans un site naturel. Mais ce site, il est là, il est un peu élaboré. C'était genre juste avant l'inauguration. Et là, j'ai eu un petit peu de mal à faire comprendre à la municipalité que même si c'est un bâtiment public, il ne faut pas tondre l'herbe autour, il faut la laisser, il faut faire une prairie, il faut la laisser un peu sauvage. Mais je pense qu'on va y arriver. Donc je pense que le bâtiment va prendre vraiment tout son aspect final bientôt. Et là, vous voyez dans la façade nord tout le reflet de la végétation. Et c'est assez étonnant parce que de temps en temps, le bâtiment, il disparaît vraiment. Voilà, d'en face, on ne le voit presque pas. Donc voilà, on voit la collégiale dans la façade. Et vous voyez comment la façade change d'aspect, de couleur au fil des heures de la journée ou des saisons. Et les Dolois se sont vraiment appropriés l'outil parce que sociologiquement, ils s'y retrouvent, tout le monde s'y retrouve et en plus, ça y est, il est dans le paysage puisqu'il change de couleur, de matière, donc ils se le sont appropriés en fait. Donc là, vous voyez aussi, là, on voit l'ombre de la collégiale dans la façade. Donc ça, quand je l'ai vu, c'est vrai que j'étais très heureuse. Donc ça, c'est quelques détails. Voilà. Et là, c'est un bâtiment qui, pareil, a été fait avec 1 500 € le mètre carré, quoi, des bouts de ficelle. Donc je torture un peu les euros, je peux dire. Je leur demande beaucoup, quelquefois. Donc des fois, aux entreprises aussi. Mais bon, ça c'est l'inox le moins cher que vous puissiez trouver, qui sort du bain tel quel, c'est du recuit brillant, je sais plus, enfin bref, il n'est pas polymiroir, quoi. Il sort du bain tel quel, sans traitement. Parce que c'est une ville qui n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, donc il fallait faire avec son essence et ses moyens. Donc là, vous voyez aussi cette disparition de la façade.
dans le ciel. Voilà. Donc c'est comment le bâtiment vibre et capte donc son environnement. Alors voilà, ça pousse un petit peu. Donc il faut un petit peu de patience encore. Mais... Donc on voit un petit peu la relation avec la collégiale, quoi, les pierres, le végétal, le minéral et le végétal qui se répondent et qui se parlent, qui se font écho. Donc voilà, j'espère que bientôt on aura ça à plus grande échelle sur le bâtiment. Donc de l'intérieur, j'ai travaillé sur les cadrages. Donc vous voyez là la grande façade totalement vitrée et les quelques portes rajoutées 3 mois avant, 4 mois avant. Mais donc on cadre le paysage panoramique ou sur la collégiale. Et voilà donc le site avec l'esplanade qui est la prolongation de la salle vers l'extérieur. Donc le hall d'entrée avec cette cloison mobile complètement escamotable. Et donc le mur qui lui en continue sur l'intérieur de la salle. Donc là vous voyez un petit peu les cloisons mobiles qui sont sur les rails avec des traitements acoustiques, des traitements de micro-perforation acoustique. Et voilà, donc la salle avec les gradins à l'intérieur. Donc là c'est la configuration 1200 places avec les murs qui sont rapprochés le long des gradins. En fait les parois suivent la jauge parce qu'on a une meilleure acoustique. D'avoir les murs latéraux qui suivent les gradins, c'est qu'on a la réflexion du son précoce, si je puis dire, qui est plus intéressante. Donc voilà, on est dans une ambiance totalement tout en bois. Normalement je voulais annuler le plafond avec un filet, mais là l'équipe de Jean-Louis Aubert me l'a enlevé, j'ai pas pu l'avoir. C'est une bataille perdue celle-là. Mais on peut pas toujours tout avoir. Donc voilà, et ça aussi, les petites sorties de secours, c'est pas terrible. Mais bon voilà. Donc vous voyez une ambiance assez plutôt chaleureuse à l'intérieur, de bois et de perforation. Et donc ça c'est la configuration congrès, toute ouverte. Donc un exemple d'utilisation de la salle en bifrontale. Et là, je vais vous montrer c'est en fait la même photo, mais à un autre moment. C'est-à-dire, on est dans le bâtiment, on regarde à l'extérieur, et vous voyez là, c'est les petits stickers, le petit sablage sur la vitre. On a le concert derrière nous, en fait. Et en fait, vous avez des spectateurs dedans, dehors, qui se mélangent avec la collégiale. C'est pour montrer que dans cette métamorphose, les projets métamorphosent aussi les lieux. En fait, sociologiquement, ce bâtiment est vécu, il a changé un petit peu la vie de la ville, puisqu'il y a des concerts, il y a plus de jeunes. Ma fille était avec moi, elle me dit, mais il y a des jeunes ici à Dole, ils étaient tous sortis pour l'inauguration. En fait, il se passe plus de choses. Et les bâtiments peuvent transformer aussi sociologiquement des endroits et des lieux. Donc, faut pas se priver, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le concert de l'inauguration, avec effectivement 3000 personnes ce soir-là. Alors maintenant, je passe à des projets qui sont plutôt en études, puisque ça, c'est les 2 projets que j'avais livrés récemment. Donc c'est un petit projet de logement étudiant dans le 11e, avec toujours cette volonté de m'accrocher à l'existant et le tissu parisien. Moi, j'adore les villes. Je trouve que les villes, elles ont des caractères, des personnalités. J'adore voyager et donc elles expriment des choses. Les quartiers expriment des choses et donc j'aime bien m'insérer dans ce tissu. Et donc là, c'est une parcelle tout en longueur, très étroite, avec deux pignons. C'est un garage existant, avec des petites menuiseries Bordeaux. Et je ne le trouvais pas si mal, ce bâtiment. Mais on ne pouvait pas le garder, il y a de l'amiante. Enfin, il n'était pas assez rentable pour faire des logements étudiants, on ne pouvait pas le réintégrer. Mais j'ai voulu quand même me réinscrire dans cette histoire, de la manière dont il y était. Et donc, voilà. Donc, il s'agissait de construire 62 chambres étudiants sur une parcelle très étroite. Donc, j'ai décidé d'être en continuité parcellaire et de créer des logements traversants. Puisque ce que j'aime bien dans les quartiers de l'Est parisien, enfin même dans d'autres quartiers, mais c'est qu'en fait on pousse une porte, on est dans un autre univers. On est très urbain dans la ville, dans la rue, puis on pousse une porte et on est ailleurs. Et comme vous venez de voir, je viens du Jura, j'adore la nature, et dès que je peux, je replante, et un peu de pleine terre, et hop, donc je végétalise, et je pense que ça fait du bien à nos inconscients, et simplement ça nous fait du bien. Donc là, j'ai revégétalisé le cœur d'îlot, et dans ce bâtiment, de cette parcelle en longueur, j'ai fait un bâtiment tout en longueur, en profitant donc de logements traversants qui sont assez petits,
Et donc, pour leur redonner de l'espace, j'en ai fait des petites cellules loft, entre guillemets, assez ouvertes, avec une double orientation. Donc, la cellule, entre guillemets, la petite chambre, donne sur la rue, d'un côté très urbain d'un côté, et de l'autre côté, sur des coursives extérieures plantées sur un jardin tout en longueur. Donc, je propose de revégétaliser les murs pignons d'en face, d'avoir des façades végétalisées entre guillemets par des bacs et des plantes toutes simples qui descendent, hein, qui tombent, qu'on puisse vraiment facilement entretenir d'une coursive à l'autre, et en fait un jardin planté au sol avec donc cette transparence. Ensuite les façades, donc le thème des façades, c'est un petit peu les paupières en fait, de créer des logements étudiants, c'est des endroits où ils vont dormir, et ils viennent de tous les pays, ils viennent d'un peu partout dans le monde, et ensuite ils vivent, ils dorment à des moments différents. Donc je voulais créer une sorte de brise-soleil paupières en façade, que vous voyez ici. Donc ça c'est la façade végétalisée entre guillemets intérieure. Donc voilà la façade sur la peau extérieure. Donc c'est une peau métallique, un petit peu comme à Besançon, qui se transforme en fonction des endroits. Donc là, elle se soulève pour le hall d'entrée, là, elle se soulève pour les locaux communs, et là, on a donc une succession de petites paupières, plus petites au rez-de-chaussée, parce qu'il ne faut pas qu'elles cognent. Donc on s'adapte en fonction des situations. Elles sont plus petites pour ne pas être un danger pour les passants, et là, parce qu'on tourne, et puis là, c'est donc des petites cellules, entre guillemets, qui vont s'ouvrir ou se fermer différemment. Donc là, c'est un des détails de la peau près de l'entrée, comment elle se soulève. C'est toujours la même chose d'une idée, comment on le rend réel, quoi. Donc après, il y a des tas de détails de dessin pour faire se tourner, se vriller le métal. Donc voilà l'image qui s'insère dans le site avec toujours un peu de... Donc j'ai pris la couleur comme élément... Pourquoi la couleur? Parce que je l'ai prise aussi dans le 20e. Pourquoi la couleur à Paris? Parce qu'en fait, Paris, on a pas mal de couleurs, et dans ces quartiers, à cet endroit-là, c'est assez triste en fait. Et ce qui donne de la vie à ce quartier, c'est surtout les habitants, leurs vêtements. Ils viennent de partout, de l'Afrique, ils viennent de Chine, ils viennent d'Afrique du Nord, ils viennent de partout. Et ça, c'est la rue de la Fontaine-au-Roi. Et on a le boulevard de Belleville juste là. Donc en fait, je voulais que ce quartier il accueille aussi des étudiants d'un peu partout, donc je voulais que cette mixité du quartier de la ville soit exprimée par le bâtiment. Donc on a un bâtiment de fond Bordeaux qui ressemble aux briques parisiennes, qui rappelle aussi le bâtiment actuel, et des taches de couleur là où les étudiants travaillent. Alors là, les paupières se ferment, on est de nuit, avec un peu d'éclairage. Et là, vous voyez quelques détails. J'introduis du blanc pour... ça, c'est des grandes discussions qu'on a eues avec les services de la mairie de Paris. Et c'était une bonne remarque, en fait, de vraiment faire se marier le bâtiment un peu plus avec les bâtiments environnants. Donc, j'ai introduit du blanc dans toute la façade. Alors ici, on passe à un projet que je fais avec Jean en association, qui est à Perpignan. C'est un théâtre, et donc c'est une question d'héritage, hein. Je relisais, je ne sais plus, sur l'héritage. En fait, j'ai un héritage et une filiation, mais ensuite on fait des choix et on décide des choses, et cet héritage il existe, et ensuite on a un parcours à partir de cet héritage. Et là, donc maintenant, c'est un parcours commun avec Jean sur ce théâtre à Perpignan. Et donc là, il s'agissait pour le maire de Perpignan de créer le théâtre de l'archipel. Et donc le titre de théâtre de l'archipel vient de sa volonté, donc toujours ces visions d'une ville ou d'un maire ou d'un homme de vouloir créer un équipement qui soit fédérateur, centralisateur, mais qui ne soit pas imposant, qui ne soit pas le théâtre avec ses colonnes, ses frontons, et qui en fait appelle la population à venir, à rentrer, qui soit ouvert. Donc en fait, du théâtre de l'archipel qui devait se relier à d'autres théâtres dans la ville, qui sont en liaison directe avec d'autres lieux culturels, on en a fait un archipel de théâtre. Donc on a répondu assez directement. Théâtre de l'archipel, archipel de théâtre, ça paraît un peu simple, mais en fait ça marche, puisque ça répond à un désir inconscient d'avoir un petit quartier culturel plutôt qu'un bâtiment imposant. Donc ici on est dans un site un peu ingrat, un plan masse un peu vanté, très difficile, et ici on est sur une gare de bus avec énormément de bus, et il fallait installer un théâtre ici, mais au bord de la Tête, qui n'est pas réaménagé mais qui va l'être, et donc c'était très difficile d'imaginer
Il fallait vraiment se projeter dans le futur pour dire mais comment transformer ce lieu, comment le métamorphoser, en fait, lui donner de la vie. Et on est aussi en bordure de ville avec les quartiers nord et l'aéroport et le cœur historique de la ville. Donc une articulation un peu ingrate puisque justement au milieu des plats de nouilles routiers, autoroutiers. Et en fait, on s'est dit qu'on allait reprendre l'esprit de ce site du bord de rivière puisque la rivière était là, elle était étendue ici, donc on est sur un ancien site de la rivière et on allait mettre une nappe végétale sur l'ensemble du site, lui retrouver un caractère sur son ensemble et mettre donc cet archipel de théâtre dans cette nappe végétale. Donc là, vous voyez la salle elle-même, qui est une salle de 1100 places, la cage de scène, une salle de 400 places de création, la salle de travail, les loges et l'administration, et ça, c'est la logistique, en fait, les décors, fabrication de décors locaux techniques. Et donc les foyers ici, vous avez le foyer du public, les gens arrivent et sont dans une verrière végétalisée, le foyer des artistes à l'arrière. Donc comme je vous disais, on répond aussi quelquefois à l'inconscient, donc à l'inconscient collectif, puisque on a repris dans cette collection d'objets insolites des éléments qui sont très forts dans la culture de Perpignan, puisqu'ils fabriquent du grenat. Et donc toutes les femmes de Perpignan ont des bijoux en grenat. Et donc maintenant, le théâtre ne s'appelle plus le théâtre de l'archipel, c'est le Grenat. Donc, parce qu'en fait, elles se sont toutes reconnues dans ce bâtiment, en fait, Grenat. Donc là, vous voyez comment on est parti pour faire cette collection d'objets. On est allé puiser dans des éléments du lieu et de la culture locale. Donc ici, la cage de scène, qui est souvent un bâtiment un peu ingrat dans une ville, en fait, on a repris, donc ce sera du béton, et les façades en cairou, donc de Perpignan, dans la ville. Et aussi, vous avez des façades parlantes, hein, on a du texte qui sort des pierres, donc on va pouvoir inscrire des textes dans ces façades. Et ça rappelle aussi les châteaux cathares de la région. Donc ça, c'est la salle de création qui, elle, est en cortène pour expliquer que la création, elle avance, en perpétuel mouvement par la rouille. Donc ça, c'est le bâtiment de répétition. Et les loges et l'administration qui sont donc c'est sang et or aussi, Perpignan, hein, le rouge et l'or. Donc là, on est dans les dorés de l'or, dans un bardage doré perforé. Et ici, donc, le bâtiment logistique est recouvert d'affiches pour montrer aussi, effectivement, au fil du temps, toutes les manifestations qui se seront passées. Donc on pourra coller des affiches au fur et à mesure sur le bâtiment. Donc là, vous voyez les plans avec le foyer, la salle et sa cage de scène, et salle de répétition, la salle 400 places, logistique et administration, avec des arbres qui passent à travers la verrière. Donc la salle plus haute, voilà. Là, vous voyez la nappe végétale. On coupe. Donc là, vous voyez comment le petit village, le village culturel, le micro-village culturel, en fait, s'insère bien dans le skyline. Tout ça, ce sont les façades de la vieille ville en bordure de site. Donc en fait, on recrée un skyline qui s'insère dans le skyline existant. Donc là, vous voyez, la salle est aussi jauge variable, puisqu'en fait, il y avait des grandes discussions pendant le programme. Le ministère voulait une salle intime de 500 places et le maire voulait une salle à grand gabarit de 1200 places pour le bassin de population. Donc on a répondu au concours en faisant une salle qui pouvait faire de 600 à 1200 à l'aide d'un rideau, si vous voulez, c'est des lames de bois. C'est un store qui peut monter et descendre. Là, on est dans la petite jauge. Quand il se relève, on a une jauge intermédiaire. Quand il est totalement ouvert, on est dans la grande jauge. Donc en fait, la base, c'est la jauge intime pour le théâtre, puisqu'il vaut mieux être en jauge plus réduite pour le théâtre. Et ensuite, quand on a des spectacles ou de danse contemporaine ou plus ouverts pour toute la ville et le bassin de population, on peut ouvrir à 1200 places. Mais on essaie d'avoir une esthétique propre à chacune des configurations. Donc là, vous voyez le rideau, le store qui se lève et qui monte. Donc ici, c'est les murs qui seraient donc dans la jauge la plus grande. On aurait un relief acoustique dans le béton, moulé dans le béton, qui sont aussi donc des roches de la région, inspirées donc de roches de la région. Donc voilà, ça c'est une recherche sur le mur béton de la grande jauge. Donc là, vous voyez la jauge, toujours la flexibilité des lieux par rapport à la vie d'une ville. Voilà les images. Donc là, on vient de la vieille ville et on tombe sur le Grenat. On est dans le foyer.
entre les objets. Là, on est dans le foyer spécifique de la salle. Là, on est dans le grenat, si vous voulez, on rentre dans le grenat. On est dans la salle grande jauge et la salle petite jauge avec le store baissé. Et voilà le micro-village dans le skyline. Voilà. Alors ici, c'est la Philharmonie, deuxième projet. Le deuxième projet sur lequel je travaille avec Jean, donc en ce moment, vous avez dû tous en entendre parler, j'imagine. Donc là, je suis associée sur la salle de concert, ayant fait beaucoup de salles de concert avec Jean. Il m'a associée sur le concours, et comme on l'a gagné, donc je le construis avec lui, je le mets au point et je la construis avec lui. Donc vous connaissez tous le site. Donc le thème de la Philharmonie de Paris, c'est d'apporter à Paris, enfin de doter Paris d'un outil qui lui manque cruellement. C'est une salle symphonique, donc de grande capacité, mais de grande qualité acoustique également. Donc le projet était prévu en extension de Cité de la Musique. C'est drôle, les deux Pritzker se tendent la main là. Donc l'idée, excusez-moi, je vois que bon, ils se saluent. Donc le projet d'origine était d'avoir une extension de la Cité de la Musique actuelle, qui est une salle de 1000 places environ, avec une salle de 2400 places environ. Donc le projet n'avait pas été construit pendant des années, mais il était prévu. Ayant moi construit des salles symphoniques pour Jean et avec Jean, je vois bien que dans le monde entier, il y a des salles qui se construisent, et c'est vrai que cruellement, ça manque à Paris et à Londres. Il ne faut pas le dire, mais donc une très grande bonne salle, ça manque. Donc là, enfin, Paris va probablement se doter de cette salle, et c'était pas du tout évident. C'est sur le parking derrière la Cité de la Musique, donc un site assez ingrat près du périphérique, et en même temps qui doit être emblématique donc de ce type d'équipement. Donc le concept de Jean a été donc de prolonger le parc, de faire de ce bâtiment la butte de la Villette, à l'image de la butte des buttes Chaumont, donc de faire un équipement qui soit un prolongement. Donc c'est un bâtiment parcourable qui est fait de pans obliques en hommage à Claude Parent, avec qui il a travaillé à ses débuts. Et donc c'est en fait le parc qui se prolonge dessus, et qui devient bâtiment, et qui vient un bâtiment pont entre la banlieue et Paris aussi, avec un signal qui relie Paris et banlieue. Donc l'idée de parcours, c'est-à-dire d'ouverture, c'est-à-dire que on se promène et on rentre subrepticement dans les foyers, depuis la porte de Pantin ici, et on approche, et on est dans le tourbillon, entre guillemets, on tourne autour de la salle, et d'un seul coup on rentrera dans la salle. Donc là c'est une vue depuis le périphérique, où vous voyez la butte de la Villette. Alors la salle. Donc la salle, le programme de la salle était donc c'est là où on répond vraiment à une vision d'un client, là, en l'occurrence une vision des besoins, des désirs, des souhaits. Et en l'occurrence là c'était Pierre Boulez avec Laurent Bell qui avait imaginé ce lieu depuis des années. Et en fait une des spécificités de cette salle, c'était d'en faire une salle avec un sol variable, qui puisse accueillir donc d'autres formats de musique, moins classiques, si je puis dire, que la boîte à chaussures ou les salles figées de Berlin, par exemple, mais quand même une salle enveloppante. Donc un des mots-clés du projet, ça a été une salle enveloppante, la scène au cœur du système, et le public qui entoure la scène, et à part ça, un sol flexible pour pouvoir y accueillir d'autres types de musique ou d'autres manières de jouer la musique et d'appréhender la musique. Donc la spatialisation du son étant par exemple une des spécificités de la musique contemporaine, et Paris étant quand même à la pointe pour la musique contemporaine aussi, donc on ne pouvait pas, en faisant une salle symphonique, gommer de notre esprit le fait qu'on faisait une salle différente. Donc le mot-clé étant salle enveloppante. On est parti sur des dessins conceptuels, et on en avait des plus ou moins avec des angles aigus, un petit peu comme le bâtiment à l'extérieur, ou d'autres plus souples et plus fluides. Et c'est un des compositeurs que, justement, Joséphine qui est là nous avait présenté, qui nous a dit « je préfère celui-là, je me sens mieux avec celui-ci ». Et en fait, on est parti sur des mouvements, comme des mouvements musicaux, pour créer la salle. Donc là, vous voyez comment l'enveloppement d'un cœur de système, scène, parterre, et de mettre du public autour de ce système-là. On a fait donc des dessins conceptuels de recherche au départ, et ensuite de cet enveloppement de rubans qui entourait le système, on en a fait un miroir, et vous verrez plus loin pourquoi.
parce qu'en fait, comme le sol devait être libéré, on est parti avec une acoustique qui se faisait plutôt par le plafond que par le sol ou par les murs latéraux des boîtes à chaussures. Donc en fait, on a fait, conceptuellement, on a retourné le système des gradins par des réflecteurs acoustiques qu'on appelle maintenant les nuages pour faire le concept de la salle. Et cette salle, qui est un mouvement donc autour de la scène, elle flotte dans l'espace musical, quoi. Donc là, vous le voyez en plan. Vous voyez les rubans d'enveloppement du bas, des parterres, du gradin et des réflecteurs acoustiques qu'on appelle les nuages maintenant. Donc ce sont les dessins conceptuels du concours. Vous allez voir après comment ça a pris forme. Donc voilà, en fait, c'est une maquette, c'était la petite maquette 3D qu'on avait fait au concours. Et vous voyez donc les gradins se sont mis autour donc, de la scène et avec des rubans qui sont toutes les parois. Un des autres éléments conceptuels de fondateur, c'était on s'est dit, toutes les surfaces de la salle doivent être acoustiques, doivent servir à quelque chose. C'est un instrument. On crée un instrument de 2400 places. Donc toutes les surfaces sont des supports d'acoustique ou de scénographie, enfin, pour voir le concert, en profiter, enfin vivre le concert, et tout le reste on le vide. Donc en fait, on le vide et ça devient donc des nacelles suspendues dans l'espace. Et on est entouré de musique, de son et de lumière. Donc on rentre dans un voyage, on rentre dans un vaisseau et on est parti pour le voyage musical. Mais toute surface, c'est l'instrument, comme un instrument. Ils sont magnifiques et ils servent chaque surface. J'étais encore à l'orgue hier matin à Notre-Dame de Paris pour voir comment les orgues fonctionnent. Et c'est quand même incroyable. Bon. Au micron près, enfin, tout est prévu pour le son, un support de son pour l'expérience musicale. Donc on voulait en faire la même chose de la salle. On ne sait pas si ça marchera, on verra à l'ouverture, lors des premiers concerts. Mais en gros, c'est l'intention et on est bien parti pour. Donc voilà, là vous l'avez en coupe. Donc les balcons suspendus dans l'espace et en fait le double espace autour. Donc vous voyez le parcours, hein, on est au milieu des foyers de tous les autres locaux annexes. Et voilà. Alors voilà le plan. Donc vous avez la scène, le bas du parterre et cet enveloppement donc, de gradins de manière asymétrique, hein, avec l'orgue ici. Et donc le vide tout autour. On rentre par des passerelles, on passe par le vide, on rentre par des passerelles qui tiennent les balcons. Et ensuite on s'installe dans les gradins. Et tous ces rubans ici sont les murs derrière les spectateurs qui servent au son, qui servent à ce que le son puisse se réfléchir vers toutes les parties de la salle. Donc là, vous avez un canopy, bon, et les nuages. Donc je vais vous montrer le son, comment il se réfléchit. Donc voilà, la démonstration entre guillemets. Donc avec Jean, on avait fait Lucerne, qui était un format boîte à chaussures. Donc la spécificité à Paris, c'est que le programme, donc quand je vous dis qu'on répond à une vision et à des volontés, c'est qu'effectivement là, à Lucerne, le festival de Lucerne nous avait demandé, enfin le client de Lucerne par le festival nous avait demandé spécifiquement de faire appel à Artec, le grand acousticien américain de New York qui est mort l'été dernier, mais qui était spécialisé dans les boîtes à chaussures. Donc le format rectangulaire, une largeur, la longueur était 2 fois la largeur et à peu près la hauteur, donc le format assez étroit et assez figé pour certains, mais d'une acoustique assez remarquable. Donc on a un son très clair, très précis, à Lucerne en tout cas, et dans ce type de salle quand elles sont réussies. Ici, on a la salle de Copenhague, que Jean fait aussi à Copenhague, donc sur le style plutôt de Vineyards, donc de Berlin, enveloppant comme à Berlin, mais avec un système de terrasse. Et vous pourrez voir donc ici le client de Copenhague, la radio et la télé danoise, nous a demandé spécifiquement d'avoir une salle de ce type, de Vineyards. Donc c'était sa demande très claire. Elle nous a même donné une liste d'acousticiens auxquels il fallait faire appel. Et vous voyez ici, on est à 1800-1900 places, là 1800 et quelques aussi. Et là, on est à 2400 à la Philharmonie de Paris. Parce qu'en fait, on a repris un système qui est un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'ici, vous avez des terrasses, donc les gradins ne se superposent pas, puisque le son est réfléchi par ces parois latérales, tandis qu'ici, on en a fait des balcons qui flottent et qui se superposent, ce qui nous a permis d'avoir une grande intimité pour une jauge beaucoup plus importante. C'est-à-dire que, vous voyez, on n'est pas beaucoup plus grand à 2004 qu'à 1850, quoi. Donc, vous voyez le système des rubans. Là, vous le voyez en coupe, donc Lucerne en coupe, Copenhague avec les grandes surfaces réfléchissantes ici,
pour le son, comme à Berlin. Et là, donc, ce sont les rubans qui fonctionnent un petit peu plus comme les murs, c'est un peu un intermédiaire entre les deux, et les réflecteurs acoustiques qui sont au plafond, qui viennent de Monsieur Marshall. Donc pendant le concours, on est allé chercher un autre acousticien, puisque celui avec qui on avait fait Copenhague était en exclusivité avec Franck Guéry à l'époque. Donc on était allé chercher Monsieur Marshall qui travaille avec des réflecteurs au plafond. Donc vous comprenez le dessin conceptuel du début, il était un peu sous-tendu par la connaissance des possibilités offertes par cet acousticien-là. Donc on pouvait se libérer du sol avec les réflecteurs au plafond. Donc là, vous voyez un peu la salle avec ses rubans. En fait, c'est un petit 3D qui vous montre le volume. Donc là, vous voyez bien la décomposition des éléments acoustiques. Donc le sol, la scène, les parterres, tous les balcons. Ensuite, les surfaces de murs qu'on appelle les rubans, qui s'inclinent donc 23 degrés, 25 degrés. C'est des angles très précis pour que le son aille arroser, entre guillemets, chaque siège. Et les rubans et le canopy, qui réfléchissent aussi le son de manière complémentaire par rapport au mur. Donc c'est un petit peu un nouveau type de salle entre guillemets, puisqu'on connaît plutôt les deux formats, boîte à chaussures et vineyards, et là on explore quelque chose de nouveau, mais grâce au programme et à la vision donc, du programme qui voulait quelque chose de différent pour Paris, et on a voulu le lier à la musique contemporaine et à cette spatialisation du son. Donc là vous voyez acoustiquement, donc c'est des schémas acoustiques qui vous montrent comment le son se réfléchit. Donc voilà, le sol en symphonie classique. Ensuite, la scène peut se baisser et on peut baisser aussi les gradins de chœur pour avoir une scène au même niveau que le public. Les chœurs sont devenus scène jazz musique du monde, ici. La scène est devenue à plat et le parterre, qui était ici en pente, avec un système de sièges retournables, se met également à plat. Et en fait, la salle peut continuer vers les foyers et aller jusqu'à l'extérieur. Donc en fait, on a une salle qui se transforme. Et là, on est en assis debout, c'est-à-dire on peut avoir des spectacles avec du public debout et assis derrière, avec ce système de sièges rétractables. Donc, c'est assez inhabituel dans une salle dite symphonique. En général, elles sont figées pour avoir le meilleur son possible. Et là, le challenge, c'est de la faire flexible pour ouvrir en fait l'outil et la salle à d'autres publics, à d'autres musiques, pour en fait faire venir de nouveaux publics dans écouter et profiter des concerts symphoniques. Donc cet outil du sol, on a pu le faire grâce à nos réflecteurs acoustiques en plafond finalement. Donc ça c'est une autre manière aussi de mettre les musiciens au centre de la salle, puisqu'on peut utiliser les sièges retournables du parterre comme des scènes. Et on a aussi des schémas de spatialisation du son et évidemment le double volume autour de la salle qui est ici, qui peut servir de support et acoustique et visuel, c'est-à-dire qu'on peut spatialiser aussi le son par tout ce double volume qui entoure totalement le public. Donc là vous voyez où sera le public et le niveau intermédiaire. Donc ça c'est les vues de la salle elle-même. Donc vous voyez les changements de couleur et d'ambiance. Donc la salle peut se métamorphoser aussi au niveau du sol, mais aussi au niveau de son espace qui l'entoure. Voilà. Donc ça, c'est l'image du concours, mais on n'est pas encore très loin. Nous avons encore travaillé sur l'orgue. Alors là, on revient sur mes projets propres. Donc le projet Paris-Pyrénées. Je vais terminer par ça, qui est plat de résistance, si je puis dire. Enfin, pour moi, c'est un gros morceau. Il s'agissait toujours sur un site qu'occupe la RATP. Et donc là encore, la vision et la volonté d'un maître d'ouvrage, donc le service patrimoine donc, de la RATP, donc qui est sur le site pour l'instant et qui voulait restructurer en fait ces terrains, et à l'image d'une société qui avance, de la RATP, quoi, d'une entité dans une ville qui bouge aussi. Elle veut reconfigurer ces sites, ces terrains et leur donner vie et les faire avancer en fait. Et donc vous avez ici des ateliers de bus et un garage de bus, on appelle ça un centre de remisage. Donc vous aviez sur place un grand hangar avec des sheds toute longueur, mais pour pouvoir accueillir plus de bus,
intramuros, il fallait reconstruire donc des parkings supplémentaires. Et pour payer 2 niveaux de bus supplémentaires, la RATP donc, a imaginé de vendre des droits à construire au-dessus. Ici, construire des immeubles de bureaux et une partie de bâtiments publics, d'équipements publics. Donc en fait, on a ici la ville qui se reconstruit sur elle-même et qui, de strate en strate, se reconstitue. Et c'est un morceau de ville, puisque là, on a quand même 160 mètres par 60 mètres de large. C'est le site occupé actuellement et il fallait reconstruire ce morceau de cet îlot. Donc, comment répondre à une demande assez complexe avec un atelier au sol qui fait 6 mètres de haut, parce que les bus, il faut pouvoir les soulever pour les maintenir par-dessous, enfin pour les réparer, etc. Et de ne pas avoir de barrière. Et comment inclure ça dans la ville? Comment faire un bâtiment contemporain qui ne soit pas industriel en plus, mais qui ne soit pas une barrière, enfin qui puisse vivre et s'insérer dans le tissu. Donc j'ai commencé par vouloir travailler donc de manière, je m'insère en limite de rue, de manière assez tranquille entre guillemets, à la haussmannienne. Enfin je viens épouser, si vous voulez, le site tel qu'il est. Je me mets en bordure de rue, mais ensuite j'ai essayé de l'accrocher en créant donc des percées visuelles, en continuant donc les rues. Je voulais garder une manière un projet unitaire qui ramène un peu à l'histoire du site, qui était unitaire, puisqu'on y construisait les premiers tramways à chevaux, hippomobiles, comme dirait, hippomobiles, ensuite des tramways, ensuite les bus. Donc je voulais garder cette histoire du site, tout en ajoutant la couche supplémentaire certainement une grande société qui viendra y mettre ses bureaux et d'un équipement public. Donc je voulais m'accrocher. J'ai d'abord pris la ville comme matériau de base. Et vous voyez ici, vous avez des grands ensembles d'HBM, le lycée Hélène Boucher, et ici plutôt des faubourgs, des petites maisons. Et donc là, les sites de la RATP, qui ne sont pas sur cette photo, mais il y a de nouveaux bâtiments faits sur un plan masse de Pierre Berger, et ici un collège. Donc j'ai voulu m'accrocher par des morceaux, mais de manière unitaire, mais des morceaux de ville. Alors ce que j'ai voulu donc faire, c'est de créer un grand jardin, donc environ 100 mètres de long, c'est-à-dire d'utiliser cette occasion de reconstruire quelque chose sur quelque chose d'existant pour créer une plus-value à l'intérieur. Une plus-value pour les habitants du lieu, évidemment, tout en amenant de la qualité pour l'atelier de bus qui est en dessous. Donc un des thèmes, ça a été cette stratification, donc des masses minérales qui s'installent autour des rues et qui créent... Ensuite, j'avais comme élément clé, c'est-à-dire, la RATP, c'est quand même une entreprise en mouvement et aussi qui travaille sur le mouvement, c'est des bus, des métros qui circulent. Donc on travaille sur les flux et donc aussi à la pointe. Donc je voulais travailler sur ce dynamisme en fait et ces mouvements. Et à l'intérieur, quelque chose de plus calme, un petit peu comme pour le 11e, c'est-à-dire quelque chose de très urbain, des façades très urbaines à l'extérieur. On est au contact de la ville, de ses pulsations. Puis à l'intérieur, on peut aussi être dans un microcosme, un autre univers un peu plus calme pour travailler. Donc là, j'ai pris la couleur par contre comme élément d'accroche sur l'existant. Vous voyez l'existant qui est donc, vu sa dimension assez diversifiée, des couleurs différentes, même pas mal de bordeaux, rouge. Après on passe au blanc, au gris du bâtiment de Jacques Ferrier, bâtiment des bureaux de la RATP, puis ensuite on est dans le faubourien avec des tons crème et crus d'enduit. Donc un des autres éléments fondateurs du projet, c'était les gabarits du PLU, puisque le PLU venait de sortir et personne ne savait exactement ce qu'il racontait, parce qu'on était en train de le potasser. Je me suis dit, je vais prendre le PLU comme règle de fabrication du bâtiment. C'est des masses construites qui vont épouser les règles d'humanisme qui sont nouvelles. On va voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on va révéler ce que veut dire ce nouveau PLU. On construit, puis quand le règlement nous dit arrêtez, on s'arrête. Donc en fait là, vous voyez exactement le règlement qui, voilà, il est exactement comme ça, et le bâtiment, donc quand on est en pan coupé, on est en pan coupé, voilà, 45, enfin 1 sur 2, 1 sur 1, et puis quand on est avec un rayon, on est en rayon. Donc les masses construites, vous avez vu cette stratification, on construit, puis on s'arrête le ciel, là où le règlement nous donne, et finalement ça marche pas si mal. Et donc là, la couleur, j'avais pris la couleur comme élément d'accroche, d'insertion urbaine pour faire un bâtiment caméléon, entre guillemets, mais qui soit en miroir, toujours en écho avec ce qui est en face, et qui puisse donc dialoguer avec les bâtiments qui sont en face. Donc je reprends un peu les couleurs des bâtiments qui sont vis-à-vis, de l'autre côté de la rue,
mais morcelé toujours par ces failles, hein, pour trouver une autre échelle. Mais je voulais quand même trouver cette masse construite, entre guillemets, unitaire, mais qui ensuite soit morcelée et par des failles et qui se transforme par la couleur. Donc il y a aussi une métamorphose, si je puis dire, là, par la couleur, du même bâtiment qui se transforme. Donc là, vous voyez un petit peu les masses construites qui sont fragmentées, végétalisées à l'intérieur, fragmentées par les failles, mais qui construisent jusqu'au PLU. Ensuite, ramener de la qualité de la lumière, c'est-à-dire que la difficulté de construire au-dessus d'un atelier de bus qui a de la lumière naturelle, c'est de lui en retrouver. Mais avec des règles de coupe-feu complexes, c'est pas si évident que ça. Mais donc ça a été un des thèmes quand même, c'est de travailler sur cette qualité de travail à l'intérieur de l'atelier. Et voilà, là vous voyez le plan de l'atelier. Donc c'est au rez-de-chaussée au niveau de la rue, les bus rentrent. Ils prennent une rampe pour aller se garer. S'ils ont un problème qui est détecté ici, parce qu'ici ils sont lavés, on leur met la publicité, ils sont nettoyés ici, pardon, on leur met le carburant. Et ensuite, si on détecte un problème, ils sont ici, ils vont dans les ateliers, dans les aires de travail qui sont ici pour être réparés. Et après, tous les locaux annexes. Donc, il fallait installer tout ce process industriel sur le site tout en construisant au-dessus, en gardant un peu de la qualité et en faisant que ça ne soit pas une contrainte pour le quartier, mais au contraire une plus-value. Donc ce qu'on en a fait, c'est que le socle, je l'ai un petit peu gommé en montant et en faisant un accès de bureau par le hall qui est à l'angle et en créant le jardin au-dessus de l'atelier, avec des verrières disséminées dans le jardin. Et ensuite, là, vous avez un hall secondaire, parce que vu le nombre de mètres carrés de bureaux, il faut 2 halls qui sont reliés entre eux. Donc on a 30 000 mètres carrés de bureaux ici, sur de 2 à 5 niveaux. Et ensuite, ici, j'ai voulu accrocher tout le site à la rue, au site. Donc là, on a une rue qui traverse et qui passe au-dessus des rampes des bus qui sont en dessous, ce qui fait qu'avec une rampe qui est quand même encore à 12-13%, mais on peut traverser l'îlot et la ville est demandeuse. En fait, on va traverser à travers cet îlot entre le collège et les bureaux. Donc là, vous voyez les niveaux de bureaux avec leur façade végétalisée et qui changent de gabarit, de hauteur selon justement les prospects, les gabarits des bâtiments voisins. Alors en coupe, ici vous voyez donc l'atelier des bus avec en bas de la rue des Pyrénées, et ensuite ça monte, enfin non c'est l'inverse, pardon, je vois pas bien. Donc là vous avez une pente assez forte et donc l'atelier de bus qui s'enfonce progressivement. Et là en coupe vous avez en superstructure les bureaux et des façades végétalisées et un petit bâtiment de jardin que j'appelle de jardin suspendu qui est apparu plus tard, parce qu'il manquait quand même des mètres carrés. Donc là en dessous, vous avez un parking de voitures légères et des parkings des bus en infra. Donc là, vous voyez un petit peu les gabarits des bâtiments rue des Pyrénées, rue des Maraîchers. Ah, c'est la même coupe, mais bon, elle est habitée avec des bus et des voitures. Donc les façades. Donc les façades sur rue, il s'agissait donc de s'insérer dans un site existant, mais de montrer aussi que la RATP est en train de se restructurer, de restructurer un site, et qu'on a 30 000 m² de bureaux au-dessus, et en fait qui s'installe donc en cœur urbain. Et en fait, on va certainement, le projet, donc si on arrive finalement à le construire, va transformer, je pense, le quartier, parce qu'il a été assez bien accueilli par les associations de quartier. Il représente une certaine dynamique, justement, et dont les habitants sont assez fiers. Ils ont envie que le quartier bouge. Il faut répondre à pas mal de contraintes, extrêmement compliquées, mais on y arrive petit à petit, de consensus, je ne dis pas de compromis, on avance pas à pas. Et donc, on fabrique un bout de ville. Il faut savoir qu'on fabrique quelque chose d'extrêmement compliqué. Et donc, les habitants ont bien réagi à cette image dynamique d'un bâtiment qui reboostait, entre guillemets, le quartier. Ils ont dit, on s'occupe de nous, il se passe des choses. Donc, en fait, je suis partie sur cette stratification pour les façades et sur cette dynamique donc, de la RATP par rapport au mouvement. Donc là, au rez-de-chaussée, vous avez l'atelier.
toute cette hauteur-là est occupée par les bus, et j'ai voulu, sur une façade vitrée, j'ai voulu coller donc un film micro-perforé, comme ce qu'on a un peu sur les bus, en fait, sur les autobus, avec l'histoire du lieu, l'histoire du site, la mémoire du lieu. Donc c'est un petit musée, si vous voulez, entre guillemets, mais de manière très évocative, parce qu'en fait on a des bureaux, donc du tertiaire au-dessus, et donc on ne peut pas installer du tertiaire sur un musée de la RATP, mais de manière subtile et évocative, en fait on aura l'histoire de la ville, l'histoire donc de la vie au-dessus, des bureaux, mais quelque chose, une animation de la façade qui fait qu'aussi en transparence, la lumière pourra rentrer dans l'atelier. Ici vous avez le hall d'entrée qui lui est une extension du jardin sauvage. J'aime bien travailler sur le sauvage et le technique, en fait, sur la culture, nature et ces oppositions-là, parce qu'on a tous ça en nous, en fait. On a envie de progrès, on a envie de... J'ai fait le tour du monde il y a 2 semaines en 10 jours et j'adore ça, mais j'adore aller dans l'herbe avec un bouquin et qu'on me foute la paix aussi, quoi, et au bord de la plage. Et... Donc voilà, on a tous besoin de retrouver les fondamentaux de l'univers, de la nature, et en même temps d'avancer. Donc j'aime bien travailler sur, un petit peu comme Adol, avec cette façade miroir et sauvage. J'aime bien retrouver du sauvage en plein cœur de ville, des éléments naturels, tout en étant dans la prospection vers le futur, et on avance et on y va, quoi. Et ça va de plus en plus vite, et on ne sait pas tous où on va, mais on y va, quoi. Donc je voulais quand même exprimer et cette dynamique et cet aspect sauvage de la ville qui m'intéresse aussi, quoi. Donc là, vous voyez la couleur qui, progressivement, du rouge sombre, progressivement, on allait vers le blanc, puisque ici, on a le collège qui est blanc, sur lequel on se raccorde d'ailleurs. Donc c'est des dégradés qui progressivement changent de couleur. Ici, on est sur la crèche collège, qui est aussi donc dans des tons blancs en vis-à-vis, et on est vers les gris métallisés, dorés du bâtiment de Jacques Ferrier. Puis ensuite, on passe dans les couleurs un peu faubouriennes, et là, on voit les façades végétalisées derrière. Donc ça c'est la crèche collège. Un petit zoom sur ces bandeaux. Donc ces bandeaux sont faits de tôle laquée de couleurs différentes, donc de verre sérigraphié de même ton, et ensuite de verre clair transparent. Donc là vous voyez l'image qui sera au rez-de-chaussée sur un film perforé ou sur une sérigraphie, avec aussi des petites zones de miroir qui pourront réfléchir le mouvement de la ville, quoi, les bus qui passent, les voitures qui passent, les passants. Et donc on ne peut pas voir à travers pour pas que le personnel de la RATP soit vu quand il travaille, mais en fait il a la lumière qui pénètre assez largement dans son atelier. Donc ça c'est des petits détails de façade qui étaient faits au niveau du concours, donc où vous voyez les bandes de métal laqué ou de verre sérigraphié ou transparent, donc dans des tons différents. Et là, elles étaient travaillées avec sur des principes HQE, entre guillemets, c'est-à-dire que tous ces dégradés, forcément, on était plus ou moins opaques en fonction des orientations, des besoins de lumière et des effets de masque des bâtiments en face. Donc là, on peut parler un petit peu du HQE, entre guillemets, puisque ça me paraît quelque chose d'assez fondamental, mais c'est un problème d'attitude. On doit prendre la haute qualité environnementale comme base conceptuelle au départ, mais pas comme un tableau Excel, quoi. Encore des normes, quoi. Encore et encore, toujours des normes. Donc, c'est une petite parenthèse. Je suis fondamentalement pour sauver la planète, et travailler en tant qu'architecte, je me sens très responsable de sauver, de travailler dans cet esprit-là, de ne pas foutre en l'air notre planète pour le siècle qui vient, là, et nos enfants, mais en même temps, pourquoi accumuler encore des normes sur des normes sur des normes qui contraignent? Et en fait, ça doit être synthétique, réfléchi, du bon sens, un peu d'intelligence, et on avance dans ce but tous ensemble. Mais en France, on normalise tout, et ensuite, la modernité elle est réduite à des tableaux Excel, quoi, des notions de confort avec des chiffres, et on ne pense plus. Enfin bon, alors... HQE oui, mais surnormalisation, réduction et formatisation, non. Donc voilà. Alors les façades, donc là c'est plutôt en développement, en cours de développement, donc on voit les tôles laquées avec le vitrage perforé et le vitrage transparent. Donc là vous voyez les ouvrants pompiers, etc. C'est une manière je voulais vous montrer que des dessins conceptuels, comment on passe un peu à la réalité. Je ne peux pas vous montrer le bâtiment parce qu'il n'est pas encore là. Mais donc voilà plusieurs zooms de façade qui vous montrent comment les études évoluent pour avoir donc
ces strates qui sont un petit peu aléatoires, qui font un peu vivre le bâtiment pour pas avoir justement cette standardisation des façades de bureaux et façades rideaux classiques. Donc là, c'est les façades à l'intérieur qui sont des façades jardin. Donc autant on est coloré à l'extérieur, autant à l'intérieur on est plutôt neutre, métallisé, assez léger pour réfléchir le ciel et la végétation. Donc là aussi des coursives et des bacs plantés. Et l'espace du bureau qui se prolonge sur le jardin avec des coursives extérieures. Donc le dedans et le dehors se confondent. L'idée, c'est que de l'espace du bureau, on soit dans le jardin. Visuellement, on a une continuité de sol et en fait, c'est comme si on était dans le jardin. Donc là, vous avez des mâts métalliques, sorte de bambou sur lequel la végétation peut pousser aussi. Mais donc, je voulais vraiment que la nature rentre dans le bâtiment de bureau de côté intérieur. Donc là, c'est une manière de vous montrer comment on traite les détails. Donc on a un process industriel en sous-sol, donc avec des gaines qui font parfois 15 mètres carrés, qu'il faut passer. Et donc comment les traiter, toutes ces excroissances. Donc voilà, l'idée c'est de prendre toute l'image de l'autobus, de la RATP, pour traiter toutes ces excroissances. Et les 5e façades, elles sont importantes parce qu'on les voit d'ailleurs. Et en fait, on n'a pas le droit de ne pas traiter toutes les parties du bâtiment. Donc il faut toujours essayer d'inventer quelque chose. Donc là, c'est les failles qui donnent sur le jardin. Donc c'est la même chose. On essaie de trouver des grilles qui sont pour protéger des intrusions d'extérieur qui rappellent un peu le jardin. Donc là, c'est une des images en cours d'étude. Donc on travaille soit sur des plaques, soit sur des dégradés. Enfin, on est en cours ça va prendre quelques mois de travail, mais ça vous montre un petit peu l'évolution du projet. Ici, on a travaillé donc sur ce passage qui passe à travers le site avec la crèche-collège et le bâtiment. Là, c'est les bureaux de la RATP, donc de la SEDP. C'est la Société du patrimoine, le département patrimoine de la RATP, donc ils sont ici. Et ça, c'est les bâtiments vis-à-vis. Et donc là, on a cette traversée piétonne qu'on a dû travailler avec l'équipement crèche-collège, qu'on est en train de travailler sur le bâtiment public en face. Donc là, je vous montre des insertions sur la métamorphose du quartier avec le bâtiment. On l'a fait pour les associations de quartier, pour la ville de Paris aussi, pour montrer quel est le devenir du quartier avec le bâtiment. Donc ça, c'est le cœur d'îlot. Donc j'aime bien ce contraste, l'idée d'être dans un autre univers quand on est dans les bureaux. Donc là, c'est l'accès de la partie de l'atelier, avec des couleurs plus douces qui se fondent avec le côté blanc. Et voilà, donc c'est tout. Voilà.